Ici, il est à noter deux catégories d'acteurs à connaître de manière plus objective. En premier lieu, nous avons la connaissance de soi. Il s'agit de se connaître et d'avoir une très bonne information sur l'objet et l'objectif visé. Les composantes de son propre camp politique, ses alliés, la motivation et la déclinaison complète possible, puis la qualité du mode opératoire de son propre camp politique. En second lieu, la connaissance de l'adversaire. Là, c'est une condition déterminante de toute la construction de la victoire. C'est ici que se justifie l'épineux travail d'information et de documentation sur l'appréhension et l'adversité. Savoir la psychologie de combat et jusqu'où peut aller l'adversité. Ce travail doit se concentrer en permanence sur qui est l'adversaire et quelle est sa motivation. Cet adversaire, qui sont ses soutiens? Quel est son mode opératoire? Comme vous le constatez, très peu de leaders politiques et de meneurs de groupes politiques militants attachent l'importance requise à cet aspect de la lutte contre un pouvoir fou et malade. Je vous dis que l'essentiel de l'issue du face-à-face entre l'opposition politique et le pouvoir déviant en place se joue à ce niveau. Et surtout, la conduite d'une lutte de résistance populaire contre un despote se dessine dès cette étape. C'est très important. Cette étape ne doit jamais être abordée avec désinvolture ou rien au monde. Un grand effort individuel et collectif doit être consacré à cette exigence stratégique d'extrême importance. Il y a certains stratèges qui le résument à la connaissance du terrain, à la maîtrise de l'échiquier, des points, des pions en jeu et de leur disposition, puis de leur mouvement éventuel. Je vous apprends ceci. Pendant longtemps, personne n'a voulu parler de l'organisation au sein de la résistance nationale. Mais tous disent qu'ils veulent gagner. Comment cela est-il objectivement possible? Pendant longtemps, personne ne veut même parler de la connaissance du terrain, de la maîtrise de l'échiquier, des pions en jeu, de leur disposition, encore moins de leur mouvement éventuel. Comment peuvent-ils dire avec sérieux qu'ils veulent la victoire? Personne n'a voulu comprendre l'intérêt et le rôle du renseignement stratégique dans la conduite d'une lutte de résistance. Comment peut-on conduire efficacement un peuple vers la victoire? Mesdames et messieurs, votre rôle est de rompre avec la victoire comme une loterie, comme un jeu de hasard. Je suis obligé de parler en ces termes, en évoquant des termes qui ne sont peut-être pas accessibles à tout le monde, car l'objectif de cette communication, c'est d'attirer votre attention sur une des tâches urgentes, la maîtrise de l'échiquier, pour prendre conscience de la nature de l'adversité par rapport à votre propre degré de motivation et d'organisation stratégique. Ainsi, nous pouvons aborder certaines clarifications. Et nous commençons par la motivation. Qu'est-ce que ça dit? C'est le leitmotiv. C'est la raison qui vous pousse à agir et qui ne s'estompe
que lorsque le but visé est atteint. En réalité, la motivation est insondable, d'où l'intérêt de se demander comment l'identifier. Lorsque omnibulé par l'argent comme critère déterminant de tout, au-dessus de tout, vous avez comme mode opératoire le recours à tout pour réussir. On peut aisément détecter votre motivation. À la question, tous les moyens sont bons pour réussir. Si quelqu'un répond par oui ou par non, vous pouvez détecter sa motivation. Si pour réussir en politique, quelqu'un fait l'apologie de la ruse ou de la rage, de l'imposture ou de la dictature, vous pouvez définir sa motivation en politique. Si quelqu'un revendique sans la restriction des libertés, il ne peut pas gouverner, alors même que précédemment il avait usé et même désabusé de l'extension et de l'étendue des libertés pour parvenir à son statut actuel, vous pouvez avoir une lecture suffisante de sa motivation. Une enquête de moralité, l'impression que le voisinage familier ou professionnel, social et surtout les images projetées de manière récurrente par les agissements et les déclarations d'un individu renseignent sur sa motivation dans les circonstances ordinaires et surtout devant les événements extraordinaires. Celui qui dit qu'il ne recule devant rien est un danger pour lui-même et un danger pour la société. En observant chaque individu, devant ses propos et ses actes antérieurs et en cours, on arrive facilement à la circonscrire dans une des trois grandes catégories majeures de motivation: intrinsèque, extrinsèque et à motivation. Le mode opératoire, qu'est-ce que nous pouvons entendre par là? C'est l'ensemble des étapes et leur enchaînement pour atteindre un résultat. Et dans le cas d'espèce, c'est la description la plus proche de la réalité de comment opère le despote en face. Vous devez toujours vous souvenir de la doctrine de compétition sans concurrence. C'est très important. Je vais citer: si vous n'avez pas de concurrent, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Ça là, c'est très important, ce n'est pas à perte de vue. Vous devez toujours tenir compte du recours au tripatouillage des tests législatifs et constitutionnels comme étape déterminante dans l'imposition d'un déni de l'état de droit. Vous devez toujours vous souvenir de la manipulation des institutions de la République par recours à des instances irrégulières et frauduleuses comme la réunion des présidents d'institutions. Vous devez toujours vous souvenir, mesdames et messieurs, de l'instrumentalisation de la justice, de l'administration pour condamner, pour pousser à l'exil, pour limoger. Vous devez toujours vous souvenir du recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu pour tuer et installer un climat de terreur. Vous devez toujours vous souvenir du musellement de la presse pour étouffer toute dissonance. Voilà quelques rappels de quelques images pour illustrer comment il est possible de prendre conscience du mode opératoire de l'adversaire. Et tout cela nécessite de connaître son propre camp. L'individu doit chercher à s'auto-évaluer afin de savoir où il doit se situer par rapport à sa propre conscience dans une lutte politique. C'est très important. Êtes-vous faible devant l'argent? Alors vous êtes une proie très facile pour les manipulateurs par la corruption. Ceux qui savent cibler les corruptibles, les faibles devant l'argent, vous auront très facilement. Donc,
Un responsable politique, quel que soit le niveau où il est, s'il est incapable de résister à toute tentative de corruption, de manipulation, alors il est indigne de conduire les militants à la victoire. Il est un danger pour l'ensemble de la résistance nationale. Il est un maillon faible, ce qu'on appelle un ventre mou. Les composantes alliées doivent être aussi connues. Il s'agit notamment des partis politiques, des mouvements, associations, des groupes politiques, les personnalités politiques, les associations et personnalités de la société civile, les leaders des réseaux d'influence, sympathisants ou proches. Mais dans la pratique, pour la résistance nationale, qu'avons-nous? Nous devons le savoir. C'est avec tout cet ensemble qu'il faut asseoir l'affinement de l'objet et de l'objectif. La définition d'une stratégie claire, l'élaboration d'un plan organisationnel et tactique, l'adoption d'une planification financière, logistique et matérielle. La lutte de résistance, dira un spécialiste, est un moment de mise ensemble des forces alliées dans un élan de solidarité et de fortification des plus faibles et d'affermissement des rangs dressés contre le despote. Avez-vous jamais appris, au moment où je vous parle, de la constitution des équipes mixtes de la résistance nationale au niveau des villages, des quartiers de ville, des arrondissements, des communes, des circonscriptions électorales, des départements? Cela, en réalité, n'a jamais été une préoccupation de la résistance nationale depuis 2018. Et plus grave, aucune sincérité, aucun sérieux, car les leaders en présence au sommet de la résistance nationale ne sont jamais mis au-dessus des conflits politiques qui les avaient opposés d'une manière ou d'une autre dans le passé. Substitution et manque de confiance au sommet, absence de consensus sur un objectif bien défini et une stratégie claire, nullité organisationnelle, cacophonie, tactique, obscurantisme financier, matériel et logistique, inexistence d'une base de données pour la mise en place de ressources humaines mixtes en vue de l'occupation rationnelle et méthodique du terrain politique à la base. Tout ceci a été la caractéristique principale de la résistance nationale. C'est une réalité regrettable que nous travaillons à corriger actuellement. Et il faudra aller très vite. Je n'évoquerai pas l'hypocrisie au sein de la résistance nationale. À cette hypocrisie s'ajoute un mauvais diagnostic de la situation par certaines composantes qui se sont décrétées les plus importantes et par conséquent des approches erronées face à un adversaire dont beaucoup au sein de la résistance nationale ont sous-estimé la motivation, les soutiens et le mode opératoire. Je pense à travers ces images que je viens de décrire que nous pouvons engager nos échanges sur ce thème important de la connaissance de l'échiquier politique. Je vous remercie.